Bonsoir et bienvenue à notre 10e mercredi découverte. Je me présente, Sarah Maranda-Gauvin, coordonnatrice des projets éphémères du Campus 1000 et animatrice pour la soirée. Éphémère, c'est un lieu de rencontre et de partage unique où l'on a la chance de côtoyer une biodiversité tant animale que végétale. Entre autres, ce lieu accueille une biodiversité qui augmente à chaque année au fil des différents jardiniers qui y cultivent, au fil des animaux qui transportent de nouvelles semences ou simplement du vent. Certains de nos jardiniers accueillent ces plantes et vont même jusqu'à les cultiver sans savoir si ce sont des plantes utiles, des plantes comestibles, des plantes envahissantes ou autres. Donc, ce soir, nous allons justement parler des plantes envahissantes. Avant tout, je rappelle que certains de nos partenaires ont des offres de bénévolat. Donc, si vous voulez aider pour clore la saison, fermer les jardins, vous pouvez m'écrire à projetéphémère1000@gmail.com. Donc, l'adresse est copiée dans le chat. Et je pourrais vous mettre en contact avec l'organisme approprié selon vos intérêts et vos disponibilités. Donc, je rappelle aussi que pour cette saison-ci, le titre des projets éphémères est réservé uniquement aux jardiniers et aux apiculteurs, étant donné la crise sanitaire. Donc, nous avons bien hâte à la saison prochaine pour pouvoir vous y réinviter. Je souhaite prendre le temps de reconnaître que les projets éphémères sont situés sur le site de l'Université de Montréal, qui est situé là où, bien avant l'établissement des Français, différents peuples autochtones ont interagi les uns avec les autres. Nous souhaitons rendre hommage à ces peuples autochtones, à leurs descendants, ainsi qu'à l'esprit de fraternité qui a présidé à la signature en 1701 de la Grande Paix de Montréal, traité de paix fondateur de rapports pacifiques durables entre la France, ses alliés autochtones et la Confédération Haudenosaunee. L'esprit de fraternité à l'origine de ce traité est un modèle pour notre communauté universitaire. J'en profite aussi pour remercier mes collègues qui travaillent dans l'ombre ce soir, Marie-Ève Ouellette de l'Université de Montréal qui répond à vos questions dans le chat et à vos commentaires, ainsi qu'Emer Chuchan qui supervise la plateforme technique. Donc, merci à vous deux. La semaine dernière, nous avons parlé d'identité du territoire avec Christophe Hubert-Jonca de la coopérative Blanc-Plume. Ce soir, c'est avec André Naud, biologiste de l'Espace pour la vie, que nous nous entretenons. Bonsoir, André. Bonsoir. André Naud est conseillère scientifique au Biodôme de Montréal et poursuit ses travaux sur la conservation des espèces menacées et vulnérables depuis plus de 25 ans. Elle a complété un baccalauréat et une maîtrise en biologie à l'UQAM, suivi d'un doctorat en botanique à l'Université de Kyoto au Japon. Elle travaille activement avec divers intervenants afin de promouvoir la conservation et la restauration de nos flores indigènes. Donc, avant de laisser la parole à André, je vous rappelle de ne pas hésiter à écrire vos commentaires, vos questions dans le chat et on aura plein de temps durant la soirée pour y répondre. Donc, pour commencer la soirée, André, en fait, je vais te laisser nous présenter le sujet de notre soirée, les plantes envahissantes, ainsi que plus précisément la lierre. Après la parole. Merci. Bonsoir à tous. Merci de m'avoir invité dans le cadre de votre, émission spéciale. Aujourd'hui, je vous parle de conservation et d'alières parce que, en fait, oui, on en arrache énormément. C'est assez particulier parce que c'est une espèce envahissante et moi, en principe, je travaille sur les espèces à statut précaire, donc qui sont dans des milieux très stables et qui ne devraient pas, en principe, être envahies. Mais on a affaire à une espèce qui est très particulière et je vais vous la présenter. D'une part parce que c'est vraiment, comme j'écris ici, un défi nécessaire de combattre cette espèce-là parce que elle est extrêmement envahissante, extrêmement agressive et elle touche des habitats qui sont très importants pour le maintien de la biodiversité au Québec. Et je veux aussi vous outiller pour y participer. Alors, je vais vous présenter le contenu de ma présentation sur la prochaine diapo. Merci. Donc, l'historique d'introduction.
les caractéristiques biologiques et les principaux impacts qu'elle a sur le milieu. En deuxième lieu, je vais parler des moyens de lutte, quand et comment, et de différents sites, des travaux qui sont en cours dans différents sites. Et finalement, je vais vous inviter à passer à l'action et même d'y goûter. Alors, si on regarde, je crois que sur la prochaine, on voit de façon assez claire qu'est-ce qu'une espèce exotique envahissante. En fait, c'est pas nécessairement un végétal, c'est un organisme qui peut être végétal, animal ou micro-organisme, mais surtout, en fait, ce qui arrive, c'est qu'il a été introduit en dehors de son aire de répartition naturelle. Donc, c'est le fait qu'il soit nuisible pour une menace pour l'environnement, l'économie, la société, qui fait qu'on le considère vraiment dérangeant. Il y a des espèces exotiques qui, en fait, sont présentes en dehors de leur milieu naturel, mais qui ne posent pas vraiment de problème. Je pense, par exemple, à la marguerite, qui est une espèce exotique, mais qui est pas vraiment, qui pose pas vraiment de problème. Donc, sur la prochaine, on vous présente l'espèce, l'Alière officinale, qu'on appelle communément l'herbe à l'ail parce qu'elle a un goût d'ail, en anglais garlic mustard, et même sauce alone parce que c'est une espèce donc qui est comestible, qui a un goût d'ail particulier et qui est vraiment appréciée de ceux qui la consomment. Vous voyez ici les deux stades de l'Alière. Donc, c'est une espèce bisannuelle. À gauche, les rosettes de première année et à droite, la plante qui va fleurir et produire grande quantité de graines et poursuivre son cycle. Donc, prochaine, c'est une espèce qui a été introduite par les colons européens. Donc, elle est, originaire d'Europe, d'Asie. Elle a une grande aire de répartition, mais elle a aussi été introduite dans beaucoup d'endroits, donc partout en Amérique du Nord, Amérique du Sud, Australie. Au Canada, elle est très abondante en Ontario. Elle est arrivée, en fait, à peu près au même moment, mais elle a connu une expansion très fulgurante en Ontario, climat un peu plus chaud. Mais en ce moment, au Québec, elle est vraiment en expansion importante aussi. Aux États-Unis, donc, le premier endroit où elle a été répertoriée dans les herbiers, c'est New York. On parle de 1868, c'est vraiment en lien avec l'arrivée des colons européens qui l'ont amenée avec eux. Et au Québec, dans la région de Québec, 1895. Elle a été introduite avant tout parce qu'elle était consommée, utilisée comme condiment, mais aussi comme plante médicinale, parce qu'elle a des propriétés diurétiques, antiseptiques, donc pour guérir, par exemple, l'asthme, l'arthrite, c'était utilisé. Ce qui est intéressant, donc, pourquoi elle est appréciée, les feuilles ont un goût d'ail quand même assez marqué, et la racine, c'est piquant, un peu comme le réfort. Alors, les gens qui la connaissent, qui la consomment, l'apprécient beaucoup. Prochaine. Ceux, par contre, qui essaient de la combattre l'apprécient moins parce que c'est une espèce qui est extrêmement, qui croît très rapidement. Donc, j'en ai parlé tantôt rapidement. Bisannuel, son cycle vital est très rapide. Donc, en 2 ans, à partir d'une graine, on a des petits semis à la fin du printemps. On les voit en haut à droite au mois d'avril. Donc, dès que la température est supérieure à 5 degrés, les émergences, la graine commence à germer. Pousse rapidement, mais vous voyez à droite, donc, la rosette au mois de juin. Et la rosette, en fait, va être maintenue une année entière, mais ce qui est particulier, c'est qu'elle est persistante en hiver. Donc, ça veut dire qu'elle reste verte, elle fait de la photosynthèse, et ça lui donne un gros avantage sur les plantes au Québec qui, en principe, meurent l'hiver, parce que très, très tôt au printemps, elle est déjà active, photosynthétique, et fait de la photosynthèse, donc, continue de faire ses réserves et va pouvoir fleurir dès le début mai, quand en forêt, donc, il y a beaucoup plus de luminosité, comme les plantes printanières au Québec, et va ensuite disperser ses graines au mois de juillet et au mois d'août. Donc, un cycle qui est quand même très rapide. Prochaine. Ce qui fait de cette espèce une espèce problématique, c'est qu'elle est très prolifique. Donc, vous voyez, ici, on voit une silique en haut à gauche. C'est en fait le petit étui dans lequel les graines sont produites. Une silique peut
contenir jusqu'à 20 graines et par plant, on en retrouve de 200 à 1000. Donc, c'est beaucoup, beaucoup de graines. Et comme, évidemment, un plant va disperser ses graines autour de lui, ça prend quelques années et on a des tapis complets, comme vous voyez en bas à droite, donc d'alières qui dominent rapidement le sous-bois. On parle d'une possibilité de produire, comme vous voyez, de plus de 100 000 graines au mètre carré. Alors là, ça, c'est une population qui est bien établie et ça devient extrêmement compliqué d'essayer de l'éradiquer. Prochaine. Dans des conditions qu'on juge optimales, on observe des plants, puis ça, c'est vraiment au stade d'envahissement, au début de l'arrivée de la plante dans un nouvel habitat. On observe des plants géants. Alors, comme vous voyez à droite, c'est qu'à partir d'une même base, il y a plusieurs rosettes qui sont produites. Et la deuxième année, il y a plusieurs tiges qui produisent des quantités de graines astronomiques. Donc, ma collègue ici, vous voyez, a des siliques presque jusqu'au menton. Alors, c'est incroyable, c'est 1,5 mètre de haut. Un seul plant produit plus de 5000 graines. Alors, vous comprenez que ça n'en prend pas beaucoup pour vraiment créer une nouvelle colonie et un problème très rapidement. Prochaine. Les graines sont dispersées majoritairement de façon passive. Donc, comme je vous disais, près du plan mère, à une faible distance, mais par contre, il y a quand même un certain pourcentage de graines qui va être dispersé par nous, les humains, et aussi par les animaux, les cerfs, les ratons, dans la fourrure, sous les sabots. Alors, ce qui arrive, évidemment, c'est que comme ça, l'espèce est dispersée plus profondément en forêt et c'est vraiment très problématique. On observe que la germination est majoritairement donc la première année, mais la clé aussi de l'efficacité de cette espèce, c'est qu'elle constitue une banque de graines parce qu'à chaque année, chaque 2 ans, en fait, elle va produire des graines et tranquillement, donc, quand un site est occupé, il y a une banque de graines actives qui peut durer jusqu'à 15 ans. Donc, à chaque année, il va y avoir un certain nombre de graines qui vont pouvoir regermer à partir d'une production antérieure. Ça rend cette espèce-là très compétitive. Donc, d'une part, les rosettes qui sont persistantes vont permettre d'avoir une croissance très hâtive au printemps, mais aussi, l'espèce est capable de pousser, en fait, dans des conditions extrêmement variées. C'est ce qu'on appelle l'amplitude écologique, et elle va avoir une réponse très plastique. Si elle est dans des conditions qui sont un peu moins bonnes, elle va être plus petite, va produire moins de graines, mais va quand même être productive et va pouvoir se déplacer dans l'espace comme ça. Mais quand elle arrive dans un habitat qui lui convient davantage, elle va pouvoir produire des grosses quantités de graines, beaucoup de plants, et là, c'est là qu'une invasion va devenir plus importante. La dernière caractéristique de cette plante-là, qui n'est pas la moindre, c'est elle produit en fait des toxines qui nuisent aux mycorhizes. Et vous savez, en forêt, la plupart des espèces sont mycorhizées, donc sont en association avec des champignons, qui fait en sorte qu'ils absorbent davantage de minéraux, davantage d'eau et poussent beaucoup mieux. Alors, ce qu'on comprend, c'est que l'alière vient briser cette symbiose-là et fait en sorte, donc, affecte toutes les autres espèces parce que les mycorhizes sont détruites par, entre autres, les glucosinates, puis il y a d'autres substances secondaires qui sont produites par l'alière. Donc, ça fait une espèce qui est très compétitive. La prochaine, je vais vous montrer. L'alière, je le disais, réussit dans divers habitats. C'est quand même assez impressionnant. On la retrouve autant sur le bord des routes que dans des fossés qui peuvent être très humides. Vous voyez ici en haut à droite, donc c'est dans un champ qui est envahi de chiens-dents. Alors c'est quand même incroyable, un milieu complètement ouvert. Elle réussit à se maintenir et on la retrouve également, vous voyez en bas à droite, dans une forêt fermée, très rocheuse, très peu de végétation, mais elle s'installe, elle persiste. C'est quand même très impressionnant, et aussi dans des milieux qui sont peu ou pas perturbés, alors que de façon générale, une nouvelle espèce va arriver quand il y a du terrain de disponible. Elle réussit à s'établir de toute façon. Prochaine.
Donc, c'est ce qui fait, en fait, qu'on considère cette espèce-là vraiment comme une menace très importante pour la biodiversité de nos forêts. Vous voyez ici, elle est observée dans une colonie d'aigle des bois. C'est d'ailleurs dans ce cadre-là que moi, je l'ai découvert. Un habitat forestier qui est extrêmement riche et qui, normalement, n'est pas du tout un lieu où on va trouver des plantes envahissantes. Prochaine. Donc, les principaux impacts, une évasion extrêmement rapide dans des milieux qui sont peu ou pas perturbés. Donc, l'espèce arrive, la lierre arrive à dominer ce genre d'habitat-là en seulement 5 à 7 années. À cause de sa capacité à produire des substances allélopathiques, elle affecte les mycorhizes et la végétation associée, ce qui va engendrer des changements de végétation vraiment importants au sein de la forêt, et ce qui est évidemment très nuisible pour les herbacées forestières à statut précaire. Si vous voulez, je peux prendre quelques questions sur la plante comme telle et après, on parlera un petit peu de la lutte qu'on fait. Merci, André. Moi, j'aurais une première question pour toi, à savoir, est-ce qu'il y a des caractéristiques précises là, pour s'assurer qu'on sait qu'on a affaire à elle? Ben, c'est sûr que si vous l'observez en floraison au mois de mai, à cause de sa structure, à cause de ses feuilles qui sont largement dentées, la plante qui est assez haute, c'est à peu près impossible de se tromper. Et si vous hésitez, vous prenez une feuille, vous y goûtez, ça goûte l'ail. Alors, il n'y a rien d'autre qui va goûter l'ail puis qui a ce genre d'apparence-là. Il n'y a vraiment rien d'autre. Est-ce que dans sa première année, parce que j'ai remarqué en fait que les feuilles de sa première année ont une forme différente. Oui, tout à fait. C'est une petite rosette au sol. Mais écoutez, si j'essaie de penser la première année, non, il n'y a pas de problème. Goûtez-y. Vous allez la reconnaître. Pardon? Elle goûte déjà l'ail? Ah oui, tout à fait. Non, la rosette, d'ailleurs, moi, je vous avoue que j'ai un petit faible pour la rosette. Je pense que le goût est plus frais. Première année, ouais, ils sont meilleurs. En fait, j'aimerais savoir, là, le public, si vous voulez répondre dans le chat, à savoir ceux qui sont là avec nous ce soir, est-ce que vous connaissiez la lierre avant ce soir? Est-ce que c'est une plante que vous avez déjà vue, que vous avez déjà arrachée, que vous avez déjà mangée ou pas du tout? Donc, on serait bien curieuse de savoir ça si vous voulez répondre dans le chat. J'aurais un commentaire parce que vous savez, souvent on se dit, ah oui, mais il faut vraiment être professionnel pour reconnaître ces plantes-là, mais vous seriez très étonné parce que je suis allée faire à un moment donné un travail du côté du Bois de Liesse à Montréal, dans un milieu urbain, il y en avait plein le long du trottoir. Alors, c'est pas quelque chose qui est exotique, qu'on voit jamais. Elle est là, elle est présente dans notre habitat, c'est juste qu'on la remarque pas. Et même moi, je travaillais dans un habitat et il y en avait dans l'entrée quand on arrivait au début du sentier. Je l'avais jamais vue. Elle était là. Alors, il faut juste, surtout quand elle est en fleurs au mois de mai, là, si vous voyez une grande plante, admettons, qui fait, je sais pas moi, 75 cm de haut et qui fleurit blanc, qui a des grosses, qui est très dentée, c'est elle. Fait que, soyez attentifs au mois de mai, vous allez voir, vous allez la trouver. OK, merci. On a une question du public. Romy demande, depuis combien d'années a-t-elle commencé à envahir les milieux naturels non perturbés au Québec? C'est une bonne question, mais moi, je pense que c'est au début à peu près dans les années 2000, certainement, mais plus abondante peut-être 2000-2005, oui. C'est sûr que, comme je vous disais, ce qu'on observe dans la littérature, c'est qu'elle est présente depuis le milieu des 1800, elle a été observée au début des années 1800, mais vraiment pour devenir abondante, probablement en lien avec les changements climatiques, les conditions plus chaudes, plus de sang de Virginie qui broute, qui fait de l'espace. Je pense qu'il y a un lien. Est-ce qu'elle a un impact négatif sur les brouteurs? Ou... En fait, les brouteurs ne la mangent pas. OK. Parce qu'elle goûte l'ail.
C'est ça. OK. Bon, je pense qu'on peut continuer dans ce cas-là à la deuxième partie. OK. OK. Karen nous dit qu'elle est très bien connue. Ah, ben c'est bon, on va pouvoir parler recettes. Ah ah. OK. Mathieu la connaissait aussi. Isabelle Savard, oui, dans une séance d'arrachage sur le Mont-Royal l'été dernier. Ah, c'est bon, je vais en parler plus tard quand on va parler de passer à l'action. OK. Génial. Donc, le premier point, je pense, qui est extrêmement important quand on parle d'initier la lutte à l'alliance, c'est vraiment de comprendre qu'on débute quelque chose qui commence, on sait quand ça commence, on ne sait pas quand ça finit. C'est extrêmement important, donc, de faire une intervention qui est soutenue ou au mieux de s'abstenir parce que sinon, on va vraiment, en arrachant des plants, on va créer de l'ouverture, puis ça risque en fait de favoriser puis de brasser la banque de graines et après de créer une évasion qui est plus importante. Alors, c'est très important d'être conscient de ça. Nous, on travaille essentiellement par arrachage de plants entiers quand le sol est humide. Pourquoi on fait ça? C'est sûr que ça prend beaucoup de main-d'œuvre. Et c'est très efficace pour les petites colonies. Mais il faut savoir qu'il faut enlever, comme j'ai écrit, 95% des rosettes et plus de 85% des plants fleuris. Pourquoi? Parce qu'il faut arrêter donc la production de graines et l'étalement de l'espèce dans l'espace. Donc, il faut qu'on arrache les plants au mois de mai jusqu'à la fin juin parce que après, les graines commencent à être larguées, puis là, on risque, en fait, en l'arrachant, de la distribuer dans le milieu. Et c'est important aussi, quand on l'arrache après, de la mettre en sac et d'utiliser une technique qu'on appelle ensachage. On la met en sac, on ferme les sacs, on les laisse au soleil 4 à 6 semaines. La plante va cuire, tout va être détruit, les graines vont être détruites, ça va être parfait. Prochaine. Il y a aussi des gens qui se disent, bon, ça va bien avec un coupe-bordure, des sécateurs, on coupe la plante, pas de problème, ça va quand même rapidement, mais évidemment, si on prend un coupe-bordure, on comprend qu'on détruit la végétation indigène autour, qui va être en fait les compétiteurs de l'alière, les compétiteurs des rosettes qui peuvent être au sol, puis qui va faire en sorte donc ça va ouvrir le milieu, ça va la favoriser. L'autre chose aussi, c'est qu'il va falloir répéter parce que comme vous voyez ici à droite, ce qu'on a, nous, mesuré, c'est que le plant qui est coupé, admettons, mai-juin, a déjà le temps, la photo à gauche, on voit qu'il y a des siliques qui sont pleines, il y a des graines qui ont été produites sur ces plants-là dès le début août. Donc, ça veut dire que la coupe a d'une part, oui, empêché la première production de graines au printemps, mais on voit que la plante a réussi à récupérer et à produire des graines. Donc, c'est pas idéal de couper le plant. Prochaine. Il y a vraiment des gens qui proposent dans les grandes superficies de procéder par brûlis, mais évidemment, nous, on vous le recommandera pas parce que ce que j'expliquais tantôt, c'est qu'à ce moment-là, on détruit complètement la végétation naturelle puis la compétition. Fait qu'on ouvre trop l'habitat. Il y a des gens aussi qui utilisent des herbicides. Dans ce cas-ci, nous, on travaille en milieu naturel, puis c'est pas des produits qu'on utilise. Mais c'est sûr que quand on arrive au mois de novembre, il n'y a plus aucune autre végétation que les rosettes d'alière, il semble que badigeonner du glyphosate pourrait permettre donc de stopper l'espèce. Mais encore là, moi, je considère qu'utiliser ce genre de produits dans les habitats naturels, c'est pas l'idéal. Et il faut toujours penser par la suite au volet restauration. C'est vraiment pas évident de réintroduire des espèces après sur un habitat qui a complètement été nettoyé de toute végétation. Prochaine. Je vais vous montrer donc un petit peu le genre de travail que j'ai fait dans différents sites. Donc ici, un premier site qui a été, donc l'espèce l'alière a été vue dans le cadre de suivi de plantes vulnérables que je fais avec différents partenaires. Donc, l'objectif qu'on s'était dit, c'était d'éliminer l'alière de ce site parce qu'il y avait beaucoup d'espèces rares qui étaient là. Par contre, ce qu'on s'est aperçu, c'est que, bon, on faut faire de l'arrachage printanier dans les zones prioritaires. Prochaine. Je
pense que oui, vous avez une carte. Donc, vous voyez la zone centrale qui est le long tiret orangé. En fait, c'est un chemin forestier. Alors, ce qu'on a vu, c'est que, donc, les étoiles rouges, c'est la lierre. On voit que la lierre était davantage distribuée tout le long du chemin forestier. On a quand même plusieurs plantes à statut précaire là, qui étaient présentes dans ce boisé-là. Mais en fait, le gros de l'infestation était plus à l'entrée, complètement en bas à droite, donc à l'entrée du boisé. Prochaine. Donc, on a poursuivi le travail parce que même après 4 ans, où est-ce qu'on a enlevé toutes les plants fleuris qu'on observait, l'espèce est encore présente. En très faible densité, mais elle est encore là. Ça veut dire qu'il y a encore des graines dans la banque de graines qui ressortent à chaque année. Notre deuxième objectif, donc on se disait que éliminer l'espèce, c'est peut-être être très optimiste, c'est pas facile, mais c'est sûr que d'en réduire la densité et particulièrement dans les zones prioritaires, ça demeure notre objectif premier, donc de continuer l'arrachage, mais on a besoin de temps pour vider la banque de graines et surtout, il faut maintenant s'assurer de stopper l'apport extérieur de graines. Donc, on travaille en zone périphérique et là, comme on n'est plus dans une zone sensible, on peut faire des corvées d'arrachage, sensibiliser les propriétaires pour les impliquer. Prochaine. Dans le site 2, donc, dont je vais vous parler, là, on est dans une aire protégée. Encore là, on a découvert l'espèce dans le cadre d'un suivi de plantes vulnérables et ce qu'on veut avant tout, c'est de l'éliminer des placettes permanentes où on travaille sur ces plantes vulnérables-là. Là, on a des petites superficies, 1 hectare, donc c'est pas grand. On travaille donc à chaque printemps à enlever tout ce qu'on observe. Là, on enlève vraiment tout. On enlève les plants fleuris, toutes les rosettes. On passe 3 fois pour s'assurer qu'il n'y a rien qui reste. Mais il faut aussi qu'on travaille en périphérie. Prochaine. Donc, dans notre suivi, après 4 ans, l'espèce est encore présente. Mais je vous dis, la première année, on a enlevé peut-être l'équivalent de 1 sac vert plein, un sac poubelle plein d'ailleurs. Et maintenant, on a à peine une 50aine de plants, donc une petite poignée de plants, des tout petits plants qui ressortent de la banque de graines. Mais c'est clair qu'elle est encore là et on travaille maintenant sur 3 hectares. Donc, sur notre placette permanente, plus une zone tampon qu'on a définie autour, parce que ce qu'on veut, c'est vraiment éliminer, on n'a pas le choix, l'espèce des placettes permanentes où on travaille avec les plantes à statut précaire et aussi réduire sa densité dans l'ensemble de l'aire protégée. Donc, on parle d'une zone tampon d'à peu près 100 mètres. On passe 2-3 fois par année et on essaye de prévenir la dispersion en travaillant en périphérie. Prochaine. Ce qui est intéressant, donc, dans ce cas-ci, on parle vraiment de grandes superficies. Alors, ce qu'il faut vraiment toujours penser, c'est priorité aux priorités. Donc, les zones d'intérêt pour la biodiversité, avant tout, il faut les définir. Et aussi les voies de circulation, parce que là, on comprend que c'est comme ça que l'espèce va être dispersée et va pouvoir toujours revenir dans le site qu'on essaie de protéger. Évidemment, persister. Ce qui est intéressant dans ce site-là, c'est que à cause des travaux d'initiation qu'on a fait, maintenant, ils ont un financement obtenu pour toutes les espèces envahissantes et donc, il y a un programme beaucoup plus important là, qui va être des efforts déployés dans toute l'aire protégée. Et ils ont fait l'an dernier une corvée corporative, ça aussi c'était très intéressant, une façon d'amener les gens à mieux connaître l'espèce puis à s'impliquer pour la protection de l'aire protégée. Prochaine. Le troisième site, ça, c'est notre casse-tête. C'est un site dans lequel, évidemment, là, on parle d'une forêt refuge d'à peu près 200 hectares. Et ce qu'on veut, c'est de stopper la progression de la lierre dans les zones sensibles. C'est un site où est-ce qu'il y a je pense, une vingtaine ou plus de 20 plantes à statut précaire. Premières observations, on a, en pleine forêt, observé seulement que 5 points d'observation, alors qu'on voyait qu'à l'entrée de la forêt refuge, donc, on a ramassé en une journée 50 sacs de poubelles pleins d'alières. Donc, une grosse infestation
dans l'entrée, mais à peu près pas dans la zone sensible, 1 kilomètre plus loin. Dès l'année d'après, qu'est-ce qu'on a observé? Une quinzaine de points ont été observés en forêt. Et dans le cadre de notre corvée à l'entrée, on a seulement réussi donc à clairer le 3/4 de la zone envahie. Donc, ce qu'on comprenait, c'est que on n'avait pas le choix, il fallait vraiment avoir davantage de ressources. Prochaine. On voit un exemple d'un milieu humide où est-ce qu'on voit la lierre qui est très importante. Je ne sais pas si vous la voyez, les grandes plantes qui sont devant les fougères. Donc, on est tôt au printemps, il y en avait vraiment beaucoup. Et ça, c'est comme la zone intermédiaire entre l'entrée du refuge et plus loin, la zone fermée. Prochaine. C'est dans ce site-là, en fait, en 2018, en pleine forêt, donc pas le long des sentiers, qu'on a découvert une très grande colonie dans le boisé, donc dans la zone qui contient les plantes à statut précaire. On parle d'une colonie de 4 hectares, c'est immense, c'est des quantités de plants phénoménales. Et ce qu'on a vu, en fait, c'est que la lierre était dispersée le long du sentier des cerfs. Pourquoi? Parce que le cerf la mange pas. Le cerf broute la végétation indigène, donc favorise ou ouvre le milieu qui devient plus disponible pour l'introduction d'une nouvelle espèce et aussi propage ses graines dans sa fourrure et sous ses sabots. Donc, on comprend que le cerf facilite grandement l'invasion de la lierre. Prochaine. Dans ce site-là, donc, pour ce site-là spécifique, on a fait appel à un nouveau programme, le programme de lutte pour les plantes exotiques envahissantes, qui a été établi il y a 2 ans, je pense, par le ministère de l'Environnement, qui est géré par la Fondation de la Faune. Et là, on a eu un financement dédié pour vraiment se consacrer à ce site-là, qui est, comme je vous l'ai dit, qui est vraiment très grand. Et qui est très important pour la conservation de la biodiversité au Québec. Et là, on s'est dit, bon, ça nous prend un plan d'action. Donc, premièrement, ce qu'on voulait faire, c'est de définir la répartition de la lierre dans le refuge parce qu'on a compris qu'on n'avait pas vraiment mesuré l'ampleur du problème. La deuxième chose, on identifiait les zones prioritaires, donc on savait déjà la distribution, la localisation de différentes plantes à statut précaire, mais là on parle d'un site à multi-espèces, donc c'est important d'avoir une bonne idée de où on devait protéger en priorité, et aussi identifier les voies de circulation, entre autres les sentiers de cerf. Et ce qu'on voulait donc, c'était éliminer l'espèce. C'est toujours on est optimiste, mais surtout réduire sa densité dans les zones d'infestation plus importantes. Le défi, je vous l'ai dit tantôt, grande superficie, 75 hectares à protéger de plantes. Où est-ce qu'on trouve des plantes à statut précaire? Et dans une diversité de milieux. Prochaine, oui, merci. Donc, ce site-là, vous avez remarqué qu'on ne sait pas vraiment où on est, c'est pour protéger nos espèces en péril qu'on le fait. Mais donc, ce que vous voyez, les différents points de différentes couleurs, ici, vous avez la dispersion, la distribution de 13 espèces à statut précaire dans ce milieu-là. Et on voit en 2018 les triangles verts, donc la lierre qui a été localisée. En bas à droite, vous voyez l'importante colonie de 4 hectares dont je vous parlais tantôt. Merci. Et en 2019, quand on est revenu, on a identifié un autre point d'infestation, donc côté gauche dans le milieu naturel. Et là, on parle vraiment là, de points où est-ce qu'on a 2 ou 3 espèces à statut précaire qui étaient directement menacées. Donc, c'est sûr que ce que ça veut dire, c'est que l'espèce il faut vraiment travailler très fort et le plus rapidement possible pour essayer de réduire la densité au maximum. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va travailler à quantifier les occurrences, les localiser, mais aussi les quantifier parce que, oui, vous avez des points sur la carte précédente, mais ça ne veut pas dire qu'ils sont nécessairement, ça peut être juste un individu seul. Mais en fait, il y a des points dans ça où est-ce qu'on a des plus grosses colonies. Donc, il faut
bien les localiser, les quantifier pour arriver à faire un suivi qui est clair et qui démontre l'avancement de notre travail. On a fait de l'arrachage manuel sur 57 hectares. Ça représente donc, vous voyez en bas, 1027 livres d'alières qui ont été récoltés en 2019, 24 participants. Il y a eu des corvées, il y a eu aussi les équipes de CIM qui ont fait un travail très, très ardu là-dessus. Ça représente donc 186 heures de travail. Donc, ce qu'on voit, c'est qu'il n'y a pas seulement donc de l'arrachage qui se fait dans le cadre de ce projet-là, mais il y a aussi un volet expérimental de restauration que j'ai initié parce que ce qu'on souhaitait, c'était augmenter la résistance donc du milieu, empêcher ou ralentir la réinvasion par la compétition végétale. Alors, ce que j'ai fait, j'ai installé des placettes permanentes dans 4 différents sites. Dans l'érablière, où est-ce que vous avez vu au début, donc un 4 hectares dans le milieu où est-ce qu'il y a des plantes sensibles, mais aussi des stations quand même qui sont envahies plus près de l'entrée du milieu, donc 2 freinets et un milieu humide. Donc, j'ai élaboré 3 traitements. On a des placettes côte à côte, donc comme vous voyez sur l'illustration, où est-ce qu'on a pas d'alière, c'est notre contrôle. Où est-ce qu'on a de l'alière, on l'arrache, mais on ne replante rien, non revégété. Et finalement, une placette où est-ce qu'on arrache l'alière et on va replanter des espèces végétales environnantes qui ont du succès dans le milieu et qui ne sont pas broutées par le cerf. Donc, pour voir comment commencer, avant l'arrachage dans la freine de danse, vous voyez, il y a plusieurs plants d'alières, des rosettes au sol, plusieurs plants en fleurs, donc c'est vraiment dense. Et quand on enlève, sur la prochaine, on voit que quand on enlève l'alière, il reste à peu près plus rien dans le sous-bois. Ce sont seulement quelques semis d'érable, de frênes, quelques plantes. On est au mois de mai, il n'y a à peu près rien qui reste au sol. Prochaine. Vous voyez que quand on est dans l'érablière, là, je ne sais pas si vous êtes observateur, mais ce qui est intéressant de voir, c'est qu'on a seulement que des rosettes. Il n'y a aucun plant en fleurs. Pourquoi? C'est simplement qu'on est dans le début d'invasion, donc il n'y a pas plusieurs générations qui se sont superposées. Probablement qu'il y a 2 ou 4 ans ou 6 ans, il y a eu un premier plant qui est arrivé, il a produit des graines la 2e année, 3e année, d'autres rosettes, etc. Donc, on n'a pas plusieurs générations qui se superposent, c'est vraiment juste une vague. Donc, avant l'arrachage dans l'érablière, après l'arrachage, encore là, il reste à peu près plus rien. OK, on va regarder la prochaine. Là, on est dans le milieu humide. Là, vous voyez qu'il y a des tonnes. Les petits plants verts, ce sont des semis. Alors là, c'est incroyable. C'est totalement infesté. C'est la pire zone de tout le secteur où on travaille. Prochaine. Donc, comme je vous disais, dans le cadre de la restauration, nous, ce qu'on veut, c'est utiliser des espèces locales parce qu'elles sont adaptées au fait d'avoir du broutage de serre récurrent. Et il y a aussi diverses formes de croissance, soit par transplantation, soit par ensemencement. Prochaine. Donc, post-transplantation, dans la freinée ouverte, une fois qu'on a eu enlevé l'alière, il restait à peu près plus rien. Alors là, on a replanté de la verge d'or, des carex, des fougères, des espèces qui sont présentes localement. On les a juste densifiées pour voir comment ça se passerait. Parce que vous vous rappelez que une des problématiques avec cette espèce-là, c'est le fait qu'elle exude des toxines. Alors moi, ce qui m'inquiétait, c'est est-ce que dans un site où on enlève l'alière, on peut réimplanter des espèces ou si le sol est trop dégradé, on ne pourra pas. Prochaine. Donc, dans le cadre de ce site-là, c'est sûr qu'il faut aussi mettre en place des mesures de prévention. On est en train de préparer une station où on va pouvoir, en fait, on demande aux randonneurs de brosser leurs bottes pour, une fois qu'ils vont avoir passé la zone d'accueil et la zone où est-ce qu'il y a plus d'alières, ils vont brosser leurs bottes pour éviter de l'amener plus loin en forêt. Panneaux de sensibilisation, évidemment, pour les utilisateurs et on essaie de les impliquer, on les invite à faire des corvées printanières.
Puis aussi, bon, on doit mettre en place un programme de suivi parce que c'est important, comme je vous disais, d'évaluer le succès, parce que ce qu'on a vu au début, c'est que, oups, la plante continuait de se propager. Maintenant, on veut être certain que ce qu'on fait, ça fonctionne. Prochaine. Ah oui, je voulais vous parler aussi d'un site où est-ce que, pas moi personnellement j'ai travaillé, mais mes collègues du Jardin botanique, c'est mon collègue Alain Cogliastro qui a préparé la petite présentation. Et en fait, eux aussi font des efforts. Pourquoi? Parce que l'espèce a été vue en 2008. Il y avait des corvées qui avaient été organisées avec des jeunes. Mais bon, ils n'ont pas persisté, ça a été abandonné. Et là, on se rend compte que le problème, lui, a continué. Prochaine diapositive. Ils ont donc repris le contrôle, la lutte contre la lierre. Donc, dans le Boisé des Frênes, vous voyez, en 2017, ils ont à une vingtaine de personnes, à peu près sur 3 jours, arraché pendant 28 heures, donc, de la lierre pour en venir à bout, pour tout arracher. L'année suivante, sur la prochaine, on voit que, donc là, encore une vingtaine de personnes, mais ça leur a pris seulement que 17 heures, donc une dizaine d'heures de moins pour en venir à bout. Sauf que, prochaine, on voit que ils ont remarqué que l'espèce était présente dans 3 autres secteurs, entre autres, moi j'aime bien la zone de compost. My goodness, imaginez-vous dans un jardin. Si vous avez de la lierre dans votre compost, ça veut dire que vous allez en distribuer partout dans le jardin. Donc, au grand total, en 2018, ils ont mis 40 heures pour arracher le maximum de la lierre. Et prochaine, on voit que ça a continué en 2019-2020 et que maintenant, à gauche, Wanted, c'est qu'en fait, ils ont détecté la présence de plusieurs autres espèces envahissantes. Ça arrive souvent. Quand on commence à travailler sur une espèce, on se met à remarquer les autres. Donc, beaucoup de travail à faire du côté du jardin botanique, mais il continue. À droite, ce qui est intéressant ici, c'est qu'on voit que c'est pas une problématique unique au Québec. Jardin botanique de Chicago, ils avaient 40 hectares qui étaient envahis, mais après 20 ans, dernier arrachage, 75 plants, ils ont réussi. Donc, on lâche pas. Merci, André. Donc, on a une question du public, en fait, par rapport à... c'est ça. En fait, c'était un commentaire, là, Romy, qui nous disait que le badigeonnage de glyphosate n'est plus permis au Canada. Excellent. Donc, mais on avait aussi une question. Selon vous, est-ce que le don venin est en train de devenir une espèce envahissante autant sinon plus dommageable que la lierre pour les espèces à statut précaire? Moi, j'avoue que je ne l'ai pas observé en forêt fermée où je travaille, mais peut-être que cette dame-là a de l'expérience. Mais c'est sûr que c'est une espèce qui est très agressive. Je l'ai vue à un endroit, en fait, dans une aire protégée, mais elle était vraiment très, très proche des zones aménagées. Donc, elle n'était pas en forêt profonde, en tout cas pas encore rendue en forêt profonde. Elle était très près des stationnements, le long des chemins. C'est ce que j'ai vu. Moi, j'ai une question. Quand vous avez transplanté des espèces indigènes pour habiter l'espace, est-ce que vous avez mis quelque chose d'autre sur les racines ou dans la terre pour essayer de pallier aux toxines? Non, absolument pas. On n'a rien fait on n'a pas fait de traitement parce que c'est assez particulier. Bon, c'est sûr que c'est tout un monde, hein, les mycorhizes. Là, on arrive, on est dans un sol, on est dans des conditions naturelles. On voulait voir si, donc, naturellement, si la plante peut, par exemple, se ressemer sans qu'il y ait une intervention majeure à faire. C'était ça vraiment l'idée, de voir si les quelques plantes qui étaient autour pouvaient être juste réintroduites et persister ou si ça n'aurait pas fonctionné. C'était ça le but. OK. Finalement, c'est ça a fonctionné. Ça a fonctionné, ouais, puis on était d'autant plus contente de voir que il y avait pas une grosse, de faire tout ça, là, de tout arracher et de remettre des plantes, de brasser quand même passablement le sol. On s'est dit, oh mon Dieu, la banque de graines, ça va être terrible, il va y avoir des tonnes de rosettes qui ont poussé, puis
Ben pas vraiment pour cette première année-là, mais on ne sait jamais. On va attendre le suivi sur 2 ou 3 ans pour voir. Puis au niveau de son habitat naturel, comment elle est contrôlée, la lierre? C'est quoi les autres Ouais. plantes, les folles ou les animaux? Non, c'est ça. C'est sûr que quand elle est, elle, dans son milieu naturel, je vous avoue que je ne sais pas ce qui la retient. Mais en principe, vous savez que certainement qu'il y a des brouteurs qui sont adaptés à elle puis qui la mangent. Parce qu'en principe, les plantes sont souvent adaptées à ça. Ou, entre autres, il est aussi possible que la végétation environnante qui partage le même habitat n'est pas aussi sensible aux composés secondaires qu'elle exude. Merci. On avait une question pour le public, à savoir pourquoi est-il stratégique de l'arracher tôt en saison? Si vous voulez répondre dans le chat, selon ce que vous connaissez, selon ce que vous avez écouté. Les commentaires vont être affichés là, à l'écran, puis on pourra faire un retour ensemble. Okay. Donc, c'est sûr, il faut laisser un petit peu de temps aux gens de répondre. Donc, on pourra revenir tantôt là, si jamais, quand les gens auront répondu. C'est bon. Donc, oui, c'est cela. En fait, on est évidemment convaincus. C'est bon. Donc, c'est sûr que si on veut passer à l'action, la première chose, évidemment, il faut la reconnaître. On passe pas à côté. Et comme je vous disais tantôt, ce qui est vraiment la période où l'espèce est vraiment la plus facile à reconnaître, c'est quand elle est en floraison. On peut, à ce moment-là, comme je vous disais aussi, y goûter. Les rosettes, vous voyez en bas à droite, les rosettes, en fait, sont persistantes. Donc, ça veut dire qu'on peut la retrouver à n'importe quel moment de l'année. Je suis allée aujourd'hui, puis j'en ai vu. Il y a aucun problème. Si on voit cette rosette-là très particulière, très ronde, surtout dans les sites où c'est abondant, on peut faire de l'arrachage à l'automne, on peut faire de l'arrachage n'importe quand. Il faut surtout juste pas toucher aux plants qui pourraient avoir encore des graines. Donc, la reconnaître, c'est important. Puis quand je disais goûtez-y, ben oui, la rosette, on peut toujours goûter pour être sûr est-ce que c'est ça ou non, ça goûte l'ail. La deuxième chose qui est extrêmement importante, parce que vous le savez, bon, une plante envahissante, si on veut être capable de mesurer le danger, il faut savoir elle est abondante où, et il y en a, c'est ça, il y en a beaucoup ou non, et surtout si c'est un milieu sensible, si vous l'observez, c'est extrêmement important de signaler sa présence. Donc, on peut signaler la présence au propriétaire, peut-être aussi au gestionnaire du site, si c'est un aire protégé, ou si c'est un parc, un boisé urbain, c'est important de le faire. Je recommande aussi d'en parler aux groupes de conservation locale. Pourquoi? Parce que souvent, eux, ben, ils vont peut-être être en mesure d'organiser une corvée ou ils vont peut-être mieux connaître, admettons, les espèces qui sont plus sensibles dans ce zone-là, puis ils vont dire, bon, on pourrait peut-être aller faire de l'intervention. On peut aussi signaler sa présence au ministère de l'Environnement. Vous savez qu'il y a une application qui s'appelle Sentinelle. Il y a une application, entre autres, mobile disponible pour les téléphones. Et ce qui arrive, si on est en milieu naturel, on se balade, on prend une photo, on prend un point GPS, on envoie l'information et ça leur permet, eux, d'avoir une idée plus juste de l'importance des différentes espèces sur le terrain. Donc, c'est vraiment intéressant parce qu'aussi, dans le temps, on voit comme ça, quand l'information est cumulée dans un seul site, on voit comment ça se passe. Puis là, je dis aussi toujours éviter de la propager parce qu'il ne faut pas la récolter après le 1er juillet. Il faut éviter à tout prix. On ne veut pas prendre un spécimen. Bon, prenez un spécimen de rosette, c'est pas grave, ça va être suffisant. Mais il ne faut pas se balader avec le plant quand il y a des graines dessus. Parce qu'un seul plant peut démarrer une nouvelle colonie parce qu'entre autres, c'est une plante qui s'auto-pollinise, donc elle est auto-fertile. Un plant va produire une fleur, des graines et il va débuter une nouvelle colonie. Prochaine. Oui, donc, on a vu quelqu'un tantôt qui nous a dit « j'ai participé à une corvée d'arrachage ». C'est vraiment, moi, je vous dirais, la façon probablement la plus intéressante d'être initié à l'espèce.
Vous allez apprendre à bien distinguer l'espèce, les rosettes, les plants en fleurs, les plants en graines. Vous allez aussi partager l'expérience avec différentes personnes. C'est quand même assez intense et c'est très intéressant. Il y a les gens avec qui je travaille, c'est Maurichelieu, qui recherchent toujours des bénévoles qui sont intéressés. Et comme on l'a mentionné, il y a les Amis de la montagne à Montréal qui font aussi des corvées à chaque printemps parce que je sais qu'ils ont des colonies qui sont quand même assez importantes du côté du Mont-Royal. Et quand on parle de partager l'expérience, c'est important parce que plus on en parle, plus on va avoir de gens qui vont être à l'affût pour après faire des interventions. Donc, celle-ci, vous voyez, goûtez-y, c'est un peu un clin d'œil parce qu'en principe, moi, ça fait des années que je travaille sur les plantes. Entre autres, je travaille sur l'ail des bois. Alors, il n'est jamais question de proposer aux gens de la manger. Mais dans ce cas-ci, je vous dirais, allez-y, cueillez-en tant que vous voulez, faites plein de recettes, faites goûter aux gens. Moi, les premières conférences que j'ai faites dans le cadre de Journée botanique, à l'intérieur, donc, avec des gens du jardin, l'année passée, au mois d'octobre, j'ai ramassé des feuilles, des rosettes, la racine, et j'ai fait ce pesto-là. C'était vraiment très bon. Alors, écoutez, c'est simple, c'est comme n'importe quel pesto, mais vous le garderez et vous le laisserez. Prochaine. Donc, le plus important pour toutes les espèces envahissantes, c'est vraiment de détecter la plante le plus vite possible et d'intervenir. Pourquoi? Parce qu'une plante qui est très peu abondante, quelques individus, vous allez l'enlever, il va avoir à peu près pas de banque de graines. Ça va aller très vite. C'est pas une plante qui a aucune partie est persistante. Donc, soit que c'est une rosette, soit que c'est un plant en fleurs, si on les arrache, il n'y a plus rien qui existe. Il n'y a plus rien qui va repartir. On n'est pas avec des espèces qui ont des systèmes racinaires incroyables. C'est très facile à enlever. On la prend à la base, on la tourne, on tire, c'est tout. Alors, c'est très, très simple. Donc, plus important, la détecter rapidement puis intervenir. C'est important que toutes les aires protégées, les boisés urbains, les terrains privés fassent la lutte aux envahissantes si on veut préserver notre biodiversité parce que c'est vraiment un problème qui devient de plus en plus important. Et je parle d'un problème collectif parce que ça modifie les habitats et ça diminue vraiment la qualité des beaux habitats qu'on a. Et les solutions sont collectives parce que si on s'y met tous, dès qu'on la voit, on la signale, on organise des corvées, on l'arrache, c'est bon, je veux dire, l'espèce, ça ne pourra pas se maintenir. Vous voyez ici, on a fait une corvée ce printemps, une corvée pendant une pandémie, alors tout le monde était à distance et pourtant on a quand même réussi là, à ramasser, je pense, 400 livres en une seule journée. Alors c'est un travail qui est un gros travail, mais ça avance. Prochaine. Je vous ai mis quelques références. Je pense que vous allez pouvoir consulter de toute façon cette présentation-là, fait que ça peut être utile. Moi, j'ai fait un blog l'année passée où est-ce que je présente un peu les questions générales par rapport à cette espèce-là. J'ai rajouté ce printemps un petit vidéo où on voit la plante et où on simplement la technique d'arrachage, rien de compliqué. Le guide des Best Management Practice en Ontario est vraiment extrêmement bon pour les gens qui ont le goût d'essayer de faire de la lutte. Toutes les questions sont abordées. Moi, je le trouve vraiment excellent. Un article scientifique, Drayton et Primack qui ont travaillé sur l'extinction de la lierre. C'est vraiment intéressant du point de vue population. Surprenant, ils indiquent entre autres que 25% des populations qu'ils ont essayé de contrôler, en fait même s'ils arrachaient tout, la population continuait. Tout simplement parce qu'évidemment, la banque de graines est très importante dans la biologie de cette espèce-là. Alors, lisez ça, c'est très intéressant. Et finalement, le très bon livre de Claude Lavoie qui a été publié l'an dernier, 50 plantes envahissantes au Québec, protéger la nature, l'agriculture, très, très bon aussi. Alors, je pense que vous avez tout ce qu'il faut pour vous amuser. Je voudrais dire merci aux gens de Tim qui travaillent très, très fort. On essaye d'éliminer l'espèce, entre autres, dans le refuge. C'est un gros travail.
dans lequel il faut persister, les gens de la CEPAC, Sophie Tessier, Nathalie Rivard, les gens de l'IRBV, donc mon collègue Pierre-Luc Chagnon, qui travaille sur l'aspect mycorhize, qui va essayer donc de documenter, de mieux comprendre ce qui se passe dans les différents sites, dans mes placettes permanentes, où est-ce qu'il a pris des échantillons et dans le temps, on va voir comment ça évolue. Et pour les bénévoles qui sont venus arracher de la lierre. Financement, je vous en ai parlé, le programme dédié, programme de lutte pour les plantes exotiques envahissantes, qui est encore actif. Des travaux qui sont financés aussi par Environnement Canada, programme d'intendance de l'habitat des espèces en péril, et par des organismes partenaires, CIM, Société de protection des oiseaux, Conservation de la nature et le Biodôme où je travaille. Alors, citation de Drayton et Primack, ben, population with a history is more likely to have a future, simplement en faisant référence au fait que plus une population est âgée, a une grosse banque de graines et plus il faut travailler fort pour l'éliminer. Merci, André. Merci. Alors, les références sont très appréciées. Merci. Ouais, moi, je vais aller, c'est sûr. On avait une question du public, à savoir, un commentaire pour ne pas répandre les graines. En fait, moi, ma question, ce serait, est-ce qu'on est mieux d'aller d'être bénévole une fois dans une corvée pour vraiment bien apprendre comment limiter la propagation des graines, ou on peut vraiment se débrouiller là, nous-mêmes à la maison, en faisant attention, en brossant nos bottes, en utilisant la technique d'ensachage? Qu'est-ce que tu en penses? Moi, je pense que c'est vraiment pas un problème si on est conscient que l'espèce, en fait, ce qui est dangereux, c'est de la ramasser après le début juillet. Parce que là, les siliques vont ouvrir et les graines vont commencer à se libérer. Habituellement, comme on ramasse les plants dans des sacs, mais qu'on travaille en forêt, on se balade, le sac va se faire percer et on va saler comme une salière. On va répandre des graines partout sur le chemin en retournant à l'auto. C'est ça qu'il faut éviter. C'est sûr que, bon, j'ai lu différentes choses et les gens disent, si on peut, on les ramasse très tôt au mois de mai, quand elle est encore en bourgeon ou en fleurs, là, il n'y a vraiment aucun danger, c'est sûr. Et aussi, si on y va en mai, on peut voir tous les plus petits plants parce qu'ils sont fleuris blancs dans la masse de végétation verte. On va tout voir. Donc, c'est sûr que on va arriver à enlever plus de plants. Mais à partir du moment où on reconnaît bien la plante, je vois pas pourquoi on l'enlèverait pas nous-mêmes de où on est. Mais comme je vous disais, l'ensacher, c'est important. On va ramasser tous les plants qu'on a récoltés dans un sac poubelle. On va fermer le sac comme il faut et on le laisse dans le stationnement. Depuis plusieurs années, mon stationnement est plein de sacs chaque année pendant 6 à 8 semaines. Mon chum aime moins ça, mais ça, c'est la vie. Mais c'est vraiment bon parce que là, la plante, elle sèche complètement, elle chauffe dans les sacs et après, on la met aux ordures et il n'y a aucun danger. Là. C'est sûr que les graines ne vont pas repartir. OK. Donc ça serait une bonne technique pour tout ce qui est plantes envahissantes, pour tout ce qui est mauvaises herbes. Ça pourrait être une technique qu'on utilise, puis ensuite de ça, on peut la mettre au compost après 6 à 8 semaines. Pas le compost. OK. Donc, non, faut pas. Okay. Non, faut pas. C'est important parce que un compost habituel va pas être suffisamment chaud pour complètement tuer toutes les parties de la plante. Donc, c'est ça, mais si on a fait l'ensachage avant. Okay. Moi, je pense que c'est mieux c'est mieux de l'acheter tout simplement aux ordures parce que là, elle va être, c'est ça, là, empilée. Non, je pense que c'est idéal. Bon. D'ailleurs, c'est ça, on l'a répondu un peu, là, en fait, mais on avait posé au public, là, à savoir, selon vous, c'est quoi les raisons pour lesquelles faut intervenir rapidement. Ah oui. Donc, c'est ça, Romy Jacob, il avait répondu, elle avait répondu pour ne pas répandre les graines. Donc, avant qu'elles soient en fruits, c'est bon. Et puis avant qu'elle étouffe les autres espèces. Oui, ça, c'est une question qui est importante. Ce qui est le fun, c'est que si on l'enlève, par exemple, au début mai, il y a à peu près
en tout cas, il n'y a pas beaucoup de plantes qui sont vraiment, qui sont sorties, qui sont étalées. Alors, si on l'enlève, là, les autres végétations, les autres plantes qui apparaissent un petit peu plus tard, fin mai, début juin, vont pouvoir complètement prendre l'espace, puis là, la compétitionner. C'est ce qu'on observe entre autres dans les zones qui sont un peu plus ouvertes où il y a beaucoup de verge d'or. La verge d'or émerge pas aussi tôt que la lierre. C'est pas une scie printanière. Alors, si on enlève toute la lierre, ben ça y est, la verge d'or peut prendre tout l'espace et faire beaucoup d'ombre pour les rosettes qui sont encore là, s'il y en a. OK, intéressant. Mathieu demande la lierre, la phragmite, la renouée, la berce, le nez brun, etc. Ça en fait. Quelle méthode de gestion privilégiez-vous à l'échelle locale et municipale? Ouais, ben c'est sûr que on n'a pas le choix. Quand on fait affaire à des sites qui sont vraiment perturbés, il faut définir les priorités. Donc, la première chose qu'on va se demander, c'est c'est quoi l'objectif de protection? C'est quoi les zones les plus sensibles? C'est quoi les espèces les plus sensibles? Dans notre cas, vous voyez, la berce, c'est quand même une espèce de milieu ouvert. On n'est pas en milieu fermé, c'est pas une problématique pour nous. La renouée, ça peut arriver, mais souvent c'est en lien avec une perturbation encore quand même assez importante. On ne la retrouvera pas spontanément en plein milieu d'une forêt. Fait que la phragmite, c'est en milieu humide. Souvent, c'est en lien quand même avec des perturbations. Fait que, qu'est-ce qu'il faut, quelle méthode de gestion? Je vous dirais priorité aux priorités. Il faut avant tout voir c'est quoi notre objectif, comment on peut intervenir et choisir les endroits où on peut faire une différence. Si on arrive, puis il y a une immense colonie dans un milieu très, très perturbé, une colonie qui est là depuis 30 ans, on a quand même moins de chances d'avoir du succès. C'est mieux, en fait, de viser les zones sensibles, s'assurer que celles-là, il y a zéro plante envahissante dans ces zones sensibles-là. Puis après, ben, on recule vers les zones moins prioritaires, où est-ce qu'il y en a moins, fait qu'on on peut avoir du contrôle, on peut être efficace. Puis finalement, les zones les plus perturbées. Donc, ce serait quoi les autres plantes envahissantes qui s'attaquent aux zones sensibles? Ben en fait, à part la lierre, oui, le nerf brun peut entrer en forêt fermée, c'est vrai, mais habituellement, il va quand même être plus abondant en lisière de forêt. Et c'est à partir du moment où on le voit dans la lisière qu'il faut l'arrêter. Parce que habituellement, c'est ça, ce qu'on va voir à partir du moment où il est en lisière puis il commence à produire des fruits, là, les oiseaux vont se mettre à le disperser un peu partout. Mais on a quand même un petit peu de temps de réaction. Vous voyez, le nerf brun commence, admettons, à partir de la graine, ça va y prendre 5 à 6 ans avant de commencer à produire des graines. Fait qu'on a un peu de temps quand on l'observe pour l'enlever. La lierre, c'est tout de suite la deuxième année. C'est très rapide. Mais c'est ça, qu'est-ce qu'il faut faire? Il y a aussi la renouée qui peut être en forêt fermée, mais comme je vous dis, c'est quand même en lien avec des zones perturbées. Ça apparaît pas de façon spontanée là, dans les milieux fermés. Fait qu'Alière et nerf brun, c'est les deux plus problématiques, à mon avis, en forêt fermée parce qu'elles peuvent se maintenir. Les autres ont besoin des perturbations ou des ouvertures un peu plus grandes pour vraiment s'établir. Okay. Intéressant, merci. Mathieu, merci, on se relève les manches et on recommence au printemps 2021. C'est ça. Donc, parce que en fait, j'ai entendu que c'est ça, en fait, tu as donné des recettes là, par rapport à la lierre, des recettes à faire. Donc, j'ai même déjà entendu que certaines personnes la ramenaient de la forêt pour la planter dans leur jardin parce qu'ils aimaient le goût. Donc, oui. La cultivaient. Donc, qu'est-ce que tu penses, qu'est-ce que tu as à dire par rapport à ça, là, cultiver des plantes envahissantes? Ben, c'est sûr qu'il faut être il faut être très vigilant parce que, bon, comme je vous disais, la rosette de première, elle est
de première année, elle est excellente. À ce moment-là, qu'est-ce qu'on fait? On ramasse un maximum de rosettes et on laisse un seul plant pour avoir des graines. Ça peut peut-être être une stratégie, mais c'est sûr que si on l'oublie, puis que les graines se forment, puis qu'après elles se ressèment, vous allez l'échapper du jardin. C'est presque certain. Fait que, il faut être très, très vigilant. Mhm. Ben, c'est sûr qu'elle est bonne puis qu'on veut la consommer puis que c'est un des aspects qui fait qu'on peut intéresser les gens à aller la chercher, la ramasser, à être proactif. Fait que, ouais, je pense qu'il faut utiliser cet aspect-là aussi. Est-ce qu'à la maison, vous avez des recettes que vous avez déjà testées avec la lierre que vous pourriez nous partager dans le chat? Parce que j'imagine que le pesto, on est content, mais à un moment donné, est-ce qu'il y a autre Ouais, chose que le pesto? C'est ça la c'est ça. question. Toi, André, est-ce que tu fais des recettes à chaque année d'Alière? Mais non, j'avoue que c'était pas mon réflexe naturel. C'est vraiment l'année passée, à l'automne, où je l'ai essayé pour la première fois, mais j'ai été extrêmement surprise parce que c'était vraiment un très bon pesto. Puis on a fait une dégustation pendant la conférence là, sur du pain. Là, et tout le monde dit Hey, c'est vraiment bon. On se dit oui, ok, c'est bon. Là, j'étais comme un peu déstabilisée parce que c'était pas quelque chose que je pensais. Donc, Romy nous dit qu'on peut faire du vin avec la renouée aussi. Ah ouais, quand même. Ça peut être intéressant ça aussi. Ben oui, c'est ça. Si on a c'est ça, c'est vrai. Dans le fond, quand on fait l'ensachage, c'est qu'on a abandonné l'idée de la manger. C'est qu'en deuxième année, elle est moins délicieuse. C'est un peu ça l'idée. Ben, pas nécessairement, parce que les feuilles, elles sont très bonnes, surtout si on la prend en mai, là. Puis je pense en tout cas que une feuille fraîche, des fleurs fraîches, il y a des recettes qui se font avec des fleurs d'ail, pourquoi pas celle-là, si le goût d'ail est aussi présent dans les fleurs. OK. Fait que, un condiment, dans le fond, ça peut s'utiliser de différentes façons. Dans la recette de pesto, je l'ai indiqué, en fait, on peut utiliser la racine. La racine, ça goûte vraiment le réfort. C'est très bon, c'est relevé. C'est vraiment intéressant. Ça donne un goût, un punch vraiment intéressant là, à la recette. Fait que, ouais, non, je pense qu'il faut l'essayer. Ben, les Donc, gens qui la connaissent, on peut y aller. Il y en a là, en ce moment. C'est l'automne, mais les rosettes, ils sont toutes là. On donc, peut ça, aller les chercher puis y goûter. fait que si on veut utiliser les feuilles, j'imagine que c'est plus dans la première année. Puis ensuite de ça, si on veut utiliser la racine en réfort, ce serait plus en deuxième année. Ben, on peut aussi, la première année, le réfort, la racine est très volumineuse parce que la première année, il commence quand même à faire des bonnes réserves. Surtout, je vous dirais, si vous la trouvez en bordure de sentier, parce qu'il y a plus de luminosité. Les rosettes, elles sont très grosses. Je pense que vous y avez une photo, c'était presque gros comme la paume d'une main. Quand vous avez des rosettes qui sont grosses, ça veut dire que la racine en dessous, elle est grosse aussi. Fait que non, absolument. Vous pouvez avoir dès cet automne, dès cette semaine, en fin de semaine, vous ne saviez pas quoi faire, aller trouver une bonne colonie d'alières, acheter quelques rosettes, goûtez-y, vous allez être vraiment surpris, c'est bon. Si on, tant que le terrain n'est pas trop contaminé. Non, non, mais il faut aller c'est ça, dans un milieu, un boisé. Il y a des boisés urbains qui sont quand même propres, là, si on est à l'intérieur de la forêt, le long des sentiers, les fossés. Non, il faut que ce soit propre, c'est sûr. Il ne faut pas que ce soit un coin trop fréquenté avec des métaux lourds. Là, non, c'est pas bon. Donc, si jamais on veut contribuer à tes corvées, ce serait, Mhm. on fonctionnerait comment? Est-ce qu'on écrirait au Richelieu ou Absolument. Vous pouvez regarder sur le blog que j'ai mis sur le blog du Biodôme. Il y a toutes les informations, puis le lien pour, oui. Sim au Richelieu, avec qui je travaille, se garde un nom, toute une liste de noms de bénévoles qui sont intéressés. Moi, j'avais ramassé plein de noms l'année passée quand j'ai fait mes conférences, mais là, on s'est fait prendre avec la pandémie. On a demandé à des collègues plus proches, puis là, on s'est gardé à distance. Mais écoutez, on est en forêt, c'est pas un problème. Les gens gardent la distance, ils ramassent avec leur sac, leur plan, mettent ça.
peuvent repartir avec s'ils veulent. On pèse le plan pour nos statistiques, les sacs pour nos statistiques, puis ils peuvent repartir avec, puis faire de la cuisine. Puis les corvées, ça dure jusqu'à quand? Les corvées sont printanières parce que c'est vraiment la période, comme je vous disais, où elle est la plus visible, plus facile à reconnaître. Donc, pour la plupart des gens, là, c'est plus accessible. Puis aussi, ben, on s'assure de voir un maximum de plants. C'est pour ça qu'on y va quand c'est en fleurs. Donc, c'est en mai. D'habitude, on a fait des corvées comme la deuxième de mai, troisième de mai, même première de juin. Cette année, je pense le 9 juin, on en a fait une. C'est pas un problème. C'est une belle saison. Très agréable. Il fait pas trop chaud. On arrache, puis ça sent bon, ça sent l'ail. Non, vous allez aimer ça. Ben, merci beaucoup, André. Il Ça n'y fait a plaisir. pas d'autres questions du public. OK. Je pense que c'est ça. On a fait une belle découverte. Moi, j'ai fait une belle découverte ce soir. Il y avait des gens qui semblaient déjà la connaître. Oui, c'est bon. Oui, c'était super. Donc, j'espère que je vais tous vous avoir inspiré, puis que vous allez y aller. Oui, merci beaucoup de ton implication parce que je sais en préparant cette conférence, en fait, souvent, finalement, tu étais dans le bois en train de faire des corvées. Oui, ben, pas d'alière, mais à ce temps-ci de l'année, on se prépare bientôt pour les récoltes de graines d'ail des bois pour la restauration. OK. Ah, c'est intéressant. Ouais, ouais, c'est ça. Puis aussi, bientôt aussi, il y a la période d'ensemencement, entre autres du ginseng 5 foliaires. Alors, je travaille sur plusieurs espèces menacées vulnérables. L'alière, à ce temps-ci de l'année, c'est tranquille. Mais si on veut faire une corvée d'arrachage de rosettes, ça va être très bon dans à peu près 10 jours, juste avant que les feuilles tombent, parce que toutes les autres plantes sont mortes, mais elle est verte, très visible. OK. Ouais. C'est bon. Merci pour ton temps. Merci beaucoup, puis merci pour votre travail. Bonne soirée. Bye. Merci à la maison d'avoir partagé le 10e mercredi découverte avec nous. Donc, on se rejoint la semaine prochaine pour notre dernière soirée avec nos partenaires de Phyto-Action qui vont nous parler des techniques de phytorémédiation. Donc, je vous souhaite une belle soirée et on se voit la semaine prochaine. Au revoir.